C'est assez étrange d'être là ce soir. Alors j'avais déjà fait des lives sur Instagram, j'avais déjà fait des lives naguère sur la chaîne Twitch de Mademoiselle aussi. Mais là c'est bizarre parce que c'est mon premier live de tous mes temps, de tous les temps tout seul en tant que FabFlow. En tout cas merci beaucoup d'être là, ça fait un gros plaisir. C'est mon premier live sur ce setup. Ça me fait bizarre en fait parce que c'est vraiment... C'est une nouvelle plateforme, c'est un nouveau format pour moi. Ça fait un petit moment que en fait, j'y réfléchis. C'est la première fois que je fais ça en fait, parce que je pense que j'avais fait une sorte de question-réponse un peu rapide sur Instagram le lendemain ou le surlendemain de l'annonce de la vente de Mademoiselle cet été. Donc d'ailleurs, peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'aviez pas vu parce que vous étiez peut-être en vacances et que vous aviez d'autres choses à faire. Je trouvais que c'était cool de démarrer sur cette plateforme par ce format un peu question-réponse. J'ai fait un petit test cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui découvriez Twitch grâce à ma newsletter. C'est vraiment une plateforme qui mérite d'être plus connue en fait. C'est vrai que jusque-là, je pense que Twitch avait un peu une image en fait de plateforme qui est faite pour les jeux vidéo, mais en fait de plus en plus la plateforme Twitch s'est ouverte à exactement le format qu'on est en train de faire en fait, et que il y a plein de gens qui ont fait sur Instagram pendant le confinement. Alors effectivement c'est plus compliqué que de juste prendre son téléphone et de lancer Insta et de dire salut je suis là. Ça nécessite un setup un peu plus compliqué, ça nécessite une connexion qui marche mieux, ça nécessite plein de choses. Mais en tout cas, ils ont ouvert à ça, à cette fameuse rubrique qui s'appelle Just Chatting, n'est-ce pas ? Et de ce fait-là, le truc a vraiment explosé. Je pense qu'en plus, le confinement l'a vraiment aidé à exploser. Donc ça, c'est plutôt très cool, et aujourd'hui il y a vraiment de tout, et c'est un peu moi ce que je veux faire, c'est-à-dire que c'est un peu dans la continuité de ce que je fais sur les podcasts. Il y a deux trucs en fait, c'est que je veux pouvoir créer avec vous des formats peut-être un peu plus spontanés que ce que je fais en podcast, même si mes podcasts sont relativement spontanés, ils sont assez peu montés, des formats peut-être un peu plus interactifs, parce que c'est vraiment un truc qui me manque moi aujourd'hui par rapport à Mademoiselle. On en reparlera peut-être un petit peu après, mais c'est vraiment cet aspect d'interaction. En fait, tout le podcast, c'est super. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup et que je continue à appréhender et à apprendre. Mais ça manque d'interactivité et de discussion. Voilà, exactement ce qu'on est en train de faire. Ça me manque terriblement. Là où, en fait, en même temps que j'avais lancé Mademoiselle en 2005, j'avais créé ce forum. Alors aujourd'hui, tout le monde dit que les forums, c'est un peu, c'est un peu désuet, et je peux comprendre pourquoi, je peux comprendre d'où vient cette idée. Mais en fait, j'ai pas la sensation qu'on a inventé un meilleur outil pour discuter en ligne et durablement. Alors là, c'est cool parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de chatter. Donc, et là, pour ça, il y a plein d'outils qui sont géniaux. Que ce soit par exemple le chat Twitch, que ce soit le Discord. J'ai créé un Discord aussi, si ça vous intéresse de venir de venir vous y abonner, de nous rejoindre. Vous tapez la commande ! Discord, voilà. Je vais remonter un petit peu vos premières questions, mais en tout cas ça me touche vraiment de voir qu'il y a du monde là ce soir. C'est vraiment très cool. Nista67, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. En dehors des différents podcasts traitant de près ou de loin des masculinités, histoire de, as-tu de nouveaux projets sur d'autres supports ? Alors, le vrai truc sur lequel je suis en train de réfléchir actuellement, notamment ce Twitch-là, moi je voudrais vraiment en faire un vrai support, et je voudrais lancer des émissions sur ma chaîne Twitch. Notamment, il y a un truc qui me manque un peu, c'est cette histoire de recommandations culturelles. Je ne sais pas si parmi vous il y a des LM Crado, mais en fait c'est vraiment un format qui me manque grandement en fait, LM Crado, enfin le LMK pardon, et de pouvoir venir vous voir tous les 15 jours avec notamment une reco culturelle, une reco série, etc. C'est un truc que je continue moi à regarder des séries, j'ai même encore un peu plus
de temps que quand j'étais à la tête de Mad. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, j'aimerais bien retrouver un endroit où je pourrais vous faire des recos culturels ou inviter des gens à venir vous faire des recos culturels sur cette chaîne. Ça, je pense que c'est un truc que je vais lancer très très vite. J'ai tellement reçu de messages spontanés de gens qui me disaient qu'ils avaient découvert une série ou un film ou un truc que je recommandais grâce à LMK, grâce à mes recos sur LMK, que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. Surtout que je pense que c'est un vrai truc aujourd'hui avec l'abondance avec l'abondance des programmes qu'il peut y avoir, que ce soit sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube, etc. Tu as vraiment besoin d'avoir des recos. Et je pense que c'est cool quand tu as trouvé quelqu'un. Enfin, moi, je sais que j'ai des gens que je suis, en fait, et je sais que quand ils me recommandent un truc, ils finissent par savoir exactement ce que j'aime. Et en fait, on finit par avoir un peu les mêmes goûts. Il y a un projet que j'aimerais lancer aussi sur cette chaîne. J'avais fait juste un épisode. C'est un hors-série d'histoire de succès que j'appellerais Graines de succès, que j'avais lancé juste un épisode avec une coach qui s'appelle Charlotte Scapin dans Histoire de succès. Et alors elle vient tout juste de lancer sa boîte, donc elle est vraiment en train de se lancer. Et je pense que d'avoir un format peut-être un peu plus court qu'une heure, ça pourrait être bien. Et en fait, on pourrait aussi le faire en live. Ça serait d'autant mieux. Donc, j'ai 2-3 idées en tête pour lancer sur cette chaîne. Bien sûr, je vais continuer à faire mes podcasts. Mais j'aimerais bien réussir à trouver des ponts entre mes podcasts et la chaîne Twitch. Voire même, pourquoi pas... typiquement cette histoire de graines de succès, j'aimerais bien le capturer sur Twitch et qu'après on puisse le mettre en replay dans le podcast. Ça serait cool, quoi, je pense. Foncé qui me demande comment ça va le moral. Mais ça va très bien, vraiment. C'est un vrai gros sujet parce que je me sens pas du tout en situation de me plaindre ou quoi que ce soit vu ma situation et vu la situation du monde actuel, mais ça a vraiment fait un truc. Il y a eu une forme de décompression en fait après l'été notamment, parce que l'été a été ultra cool. J'ai pris 2 mois de vacances, donc j'ai vraiment profité. Ça faisait des années que j'avais pas pris 2 mois de vacances. Je pense que les dernières fois que j'avais pris 2 mois de vacances, c'était avant que je me lance en tant qu'animateur en centre aéré. Donc je devais avoir 16 ans. Parce que en fait, depuis mes 17 ans, je passais mon temps à travailler l'été et puis à avoir des stages. Ou sinon, quand j'étais en études, j'avais des stages assez longs. Donc j'avais pas pris 2 mois de vacances depuis mes 16 ans, mon adolescence. Et ça, c'était vraiment génial. J'en ai profité. Je suis parti aussi, si vous suivez un peu ma newsletter, etc., je suis parti pendant 1 mois avec mes filles à 3, 2 fois 15 jours. C'était vraiment trop, trop bien. Qu'est-ce que j'ai chéri ces vacances, ce moment passé avec elles deux. C'était vraiment top, trop top. Mais c'est vrai qu'en rentrant, j'ai eu un peu ce truc de ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Donc, mais on en reparlera peut-être un petit peu, mais ça commence à venir petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de quoi me plaindre parce que ma situation est top, hein, par rapport au reste du monde. Je suis très heureux en fait d'avoir vendu et d'avoir quitté Mademoiselle. Pour moi, il y a un truc j'ai pas eu le moindre. Bien sûr, il y a des choses qui me manquent. Voilà, je vous parlais justement de cette communauté, de parfois l'échange. Là, c'est un peu chiant. Je me relance sur Twitch et en fait, j'ai pas la puissance de Mademoiselle pour venir m'aider. Donc, il faut que je me relance tout seul. Donc, il y a des choses qui me manquent, notamment la puissance que le média pouvait avoir. Mais en fait, je regrette pas une seule seconde. Je pense vraiment que j'avais fait le tour de cette aventure pour moi, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Foncé. Comment va la vie après un projet si fou, si réussi, si grand, etc., qui a été Mademoiselle? Eh bien, ça va très bien. Et c'est vrai qu'il y a j'ai pu croiser des entrepreneurs qui pouvaient regretter, enfin qui avaient vendu et qui pouvaient regretter après. Comme je vous le disais, moi j'ai vraiment
aucun regret sur cette session. En plus des échos que je peux avoir de l'équipe actuelle, ça se passe très bien avec les repreneurs, avec les équipes d'Humanoid. Donc je suis hyper ravi. Ça veut dire que moi, mon job est fait. J'ai la sensation d'avoir lancé ce projet, de l'avoir amené là où il est aujourd'hui, de l'avoir refilé à quelqu'un, en tout cas à une boîte qui va l'amener là où j'avais plus la force de le mener, très clairement. Et donc, il valait mieux que je m'en sépare plutôt que de le garder et de finir par le faire dépérir petit à petit. Et en plus, si je veux être très honnête avec moi-même, ça faisait déjà, on va dire, 3-4 ans que c'était dur pour moi et que j'étais un peu dans le mal. Donc je pense que j'aurais pu me lancer plus tôt, mais c'est pas forcément évident, quoi. Donc je suis très heureux et en fait j'ai surtout je peux profiter du temps que j'ai aujourd'hui. Alors même si j'ai un peu cette sensation parfois que des gens pensent que je fais rien, mais en fait je publie entre 2 et 3 podcasts par semaine, donc l'air de rien ça m'occupe pas mal, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que je suis très content d'être reparti avec ces podcasts, parce que ça me permet de pouvoir m'activer, de pouvoir faire des choses, de pouvoir me rencontrer des gens. Par exemple, je ne sais pas combien vous êtes là actuellement sur le live, mais voilà, vous êtes 56, je vous le dis pour les 56 d'entre vous qui sont là, jeudi prochain, je reçois Laura Felpin dans Histoire de succès, et c'était vraiment un trop bon moment, quoi. Donc vous verrez, j'espère que l'interview vous plaira, et j'ai un épisode de Ben Mazuet d'Histoire de Daron, la suite, parce qu'on avait déjà lancé un épisode, un premier épisode avec lui en 2017. Et là, on fait la suite un peu d'Histoire de Daron avec Ben. Je ne sais pas si vous avez suivi son nouvel album, mais son nouvel album est trop top. Et en fait, il vient de divorcer. Il a divorcé il y a environ 1 an. Et donc, on a parlé de qu'est-ce que ça fait que d'être un père divorcé, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as eu du mal à ralentir ? Alors, merci beaucoup pour cette question, Foncé. Alors, oui, de ouf, vraiment de ouf. Et notamment en rentrant des vacances, j'ai eu un vrai problème. Donc, je suis rentré mi-septembre. Donc, c'était bien rentrer mi-septembre. C'était très très bien de rentrer mi-septembre, mais en fait quand je suis rentré, j'ai eu un peu cette sensation de me retrouver face à des journées un peu vides. Il faut savoir que pendant 15 ans, alors un peu moins parce que ces dernières années je taffais un peu moins sur Mademoiselle, mais j'ai eu des journées de 10-15 heures de travail. Je me levais avec Mademoiselle en tête, je passais toute la journée avec Mademoiselle en tête à travailler pour Mademoiselle, et je me couchais avec Mademoiselle en tête, je me dormais sans doute avec Mademoiselle en tête. Et en fait de me retrouver là du jour au lendemain avec une forme de vide, alors même si mes podcasts m'occupent, ils me prennent pas 10-15 heures par jour, hein, c'est clair et net. Donc aujourd'hui j'ai un peu moins de travail, et ça a été vraiment un vrai combat contre moi-même, que je continue d'ailleurs à me battre un peu contre moi, mais j'ai eu un déclic en fait, c'est que il y a Hades qui est sorti, qui est un jeu un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, un mois et demi à peu près, et en fait j'ai téléchargé ce jeu et j'ai commencé à y jouer, et j'y ai joué mais tellement énormément, j'ai passé une journée complète à jouer sans aucune forme de culpabilité. Je pense que ça m'a un peu décoincé, parce que je pense que je culpabilisais avant ça de rien faire, de prendre le temps. Donc et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. D'ailleurs maintenant il faut que je fasse un peu attention, parce que Hades, j'y ai quand même joué 80 heures en l'espace de quelques semaines, ce qui est bien. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais c'est toujours un travail, parce que j'ai à la fois ce truc de pas, si demain je ralentis, est-ce que j'aurai à nouveau la force pour m'y remettre à fond. L'un des trucs qui m'excite un peu, c'est que typiquement là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a débloqué, et en fait en 3 jours en fait j'avais mis en place ce setup. Donc trop content, vraiment.
Et ça faisait des semaines et des semaines que je procrastinais. Donc c'est cool aussi parce que ça me prouve à moi-même, même si je pense que je le sais au fond de moi, hein, mais t'as toujours un peu du mal à te dire que c'est possible, que ça peut revenir. Mais typiquement, j'ai redécouvert une forme de plaisir dans le travail, de m'y mettre à fond à un moment donné sur un truc, quoi. Donc ça, c'était trop bien, trop bien. Ça serait intéressant d'enregistrer tes podcasts en live sur Twitch pour pouvoir poser des questions en direct aux invités. Alors oui, c'est quelqu'un qui m'a déjà proposé cette question, et notamment par exemple de anticiper et de venir dire aux gens cette semaine je reçois, par exemple j'aurais pu vous dire une semaine avant, jeudi prochain je reçois Laura Felpin, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Mais en fait ça m'embête à plusieurs niveaux, c'est que parfois ça se fait pas, et en fait une grande leçon, c'est de ne jamais teaser un truc que vous n'avez pas encore. Donc là, l'interview de Laura et l'interview de Ben, elles vont sortir, c'est sûr et certain, donc je vous la tease. Et puis en plus, vous n'êtes pas très nombreux, donc c'est pas très grave. Mais ça amène des... C'est cool parce que ça crée un peu d'interactivité, mais ça amène d'autres questions. Et des questions sur lesquelles j'ai pas encore forcément de réponse, quoi. Donc voilà, je suis pas tout à fait serein avec ça. Avec cette idée de venir vous poser des questions. Alors après, de venir faire les lives, enfin les épisodes de podcast en live, ça dépend un peu des sujets, parce que je pense que le fait d'être en one-to-one, ça, et notamment par exemple d'être dans mon canapé où on discute ensemble, c'est pas du tout le même rapport quand tu vois que on est en train de discuter, qu'il y a un chat qui est en train de réagir en direct. Moi, je préfère perdre en interactivité ce que je vais gagner en authenticité dans la discussion. Et c'est pour ça que je me disais que peut-être d'avoir Graines de succès, ça permettrait de pouvoir avoir une discussion, alors certes pas forcément moins profonde, mais en tout cas peut-être plus courte, où on va plutôt parler un truc peut-être plus pratique, et moins sur... là, Laura, elle m'a confié des choses très personnelles, je pense. Et je pense que ça n'aurait pas forcément été la même chose si vous aviez été là en live et si elle savait qu'elle était en train d'être vue en direct. Et notamment, le truc simple, hein, c'est que si on dit un truc qu'on n'a pas envie de dire, on cut, tout simplement. Et moi, je pense que c'est hyper important pour moi que mes invités puissent garder ce truc-là, quoi. Lookix20 qui me demande comment tu vas, comment tu gères ce deuxième confinement. Je le gère plutôt très bien, je le gère mieux que le premier, parce que le premier c'était compliqué, j'étais en fin de parcours avec Mademoiselle. Il faut savoir que, je pense pas balancer un secret, mais on était censé signer fin mars, et en fait les boss d'Humanoid m'ont dit on va attendre on va le faire, tu vois, on va faire le deal, mais et en fait on va attendre qu'on soit déconfiné. Donc j'ai passé de ce fait-là tout le confinement à m'occuper des équipes, et c'était un peu étrange en fait, cette période de transition, parce que en plus il y avait un vrai truc de suivi psychologique, on va dire, parce que je pense que l'un des trucs qui a été compliqué pour les équipes de maths, c'était de se retrouver parfois tout seul dans les petits appartements à Paris. Donc on essayait un peu de suivre ça avec Mimi, avec les différentes boss des équipes, et c'est un truc qui a été un peu compliqué pour moi à gérer, même si j'ai beaucoup aimé ce confinement. En fait, je trouvais ça cool d'avoir un peu une petite bulle. Le truc qui a été très dur pour moi, c'est que j'ai pas vu mes filles pendant un long moment, pendant 6 semaines, parce qu'on avait un peu peur avec Kat, avec mon ex-femme, tout simplement que je vienne à Lille. On avait un peu peur de leur refiler la maladie, que je leur refile éventuellement la maladie, qu'elles me le refilent à moi, bref. Donc je les ai pas vus pendant 6 semaines, ça c'était un peu long. C'est cool, c'est que là maintenant je pense qu'on a appris un petit peu à gérer, mais comme plein de gens, et de ce fait là mes filles elles viennent tous les 15 jours, là elles viennent demain d'ailleurs, je suis trop content, et on va passer de ce fait là, moi c'est vraiment le truc qui m'a manqué beaucoup pendant le premier confinement, c'était de les voir de façon plus régulière. C'est trop marrant, parce que j'en ai plus besoin, voilà. Donc j'ai tourné une vidéo pour expliquer un petit peu ça, ce cheminement que j'ai fait, mais j'ai pas encore pris le temps de la monter, j'ai même pas encore pris le temps de terminer de la tourner,
Donc ouais, les cheveux sont partis et en fait ils ont fait leur taf. Ça sera un peu la conclusion de la vidéo sans doute, mais en gros la perruque et le toupet ont fait leur taf, et notamment pour travailler sur l'image de moi. Et je suis très très heureux d'être passé par là, mais aujourd'hui j'ai l'impression que j'en ai plus besoin, c'est bon, ça va. Je suis cool et je me sens bien. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as pensé à vendre et que ce soit vendu? Un peu plus d'1 an en fait. Et c'est à peu près ce qui se passe en général. J'ai pris la décision de vendre, la décision a mûri tout au cours du printemps de 2019. Donc si vous ne le savez pas, mon associé est mort d'une manière assez brutale, d'une crise cardiaque, il y a 1 an et demi maintenant. Donc février 2019, et on va dire que c'est un peu secoué mon monde, hein, parce que j'étais en train de discuter avec lui, j'avais un déj, et en fait on était censé terminer notre discussion, et en fait il est mort pendant le déj, donc j'ai jamais eu la possibilité de terminer cette discussion avec lui, j'ai jamais eu la possibilité de lui dire au revoir, j'ai jamais eu la possibilité de lui dire plein de trucs que j'aurais aimé lui dire, et puis surtout ça m'a un peu... remis les choses en place par rapport à la vie que j'étais en train de mener. Je pense que c'était, bien sûr c'est dramatique, mais en fait comme souvent avec des deuils, ça remet les choses en place et ça remet les prios au bon endroit. Donc j'ai pris cette décision là, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à mener ce projet tout seul, si je le mène pas tout seul, avec qui je le mène? Et en fait je trouvais ça très compliqué de répondre à cette question. Puis fondamentalement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça m'a aussi permis de pouvoir mettre le doigt sur j'avais fait le tour, il fallait que je fasse autre chose, quoi. Donc voilà, ça a mis à peu près 1 an. C'est à peu près comme ça que ça se passe en général, hein. Après, une fois que je sais aussi que j'ai pas inondé le marché d'offres, de dire au monde entier en fait que j'étais en train de vendre Mademoiselle. On s'est assez rapidement trouvé avec Humanoid, et assez rapidement je me suis dit ok, c'est avec eux que je vais faire le deal, donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu es resté en bon terme avec Mad? Merci Koneko GW pour cette question. Bah oui, bien sûr. Je reçois encore, je suis encore rattaché à des petits trucs, à des comptes, à des machins que j'avais laissé un peu passer. Donc régulièrement, on s'envoie des mails en fait pour que je leur refile les derniers trucs auxquels j'ai encore accès. Mais oui, très 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 bien. Et puis je vois encore les membres de l'équipe, pas forcément très régulièrement, mais on se parle, on s'envoie des petits messages, ou alors on s'envoie des petits, je réagis à leur story, et en fait elles me répondent également. Donc oui, a priori pas de souci, et j'espère que ça va durer comme ça, quoi. Oh oui Ben, ah oui, donc là je pense que c'est le moment où vous réagissiez au fait qu'il y allait avoir Ben Mazué dans Histoire de Daron. Sa séparation me fout une claque. Passer de 10 ans de nous à ça m'a fait tout drôle. Et oui, bah oui, ça fait partie de la vie, hein. Et en fait, pour moi, ça n'empêche pas que 10 ans de nous est une superbe chanson d'amour, et que comment dire, ce soit des vraies paroles vraies, et que cette chanson d'amour et cette histoire d'amour n'ait pas été véridique, quoi. Mais c'est sûr que les histoires d'amour passent parfois, elles changent de nature. Bonsoir Fabrice. Salut Stella 1888. J'ai écouté Histoire de couple bien après son lancement. Comment ça se fait que tu étais au début et que tu n'y étais plus après? En fait, je pense que j'y étais au début un petit peu pour montrer à Clémence Boyer, donc la rédac chef de Rocky, ce que j'avais un peu en tête. Et je pense qu'au fil de l'eau, c'était cool de lui laisser la place. De la même façon que... et puis surtout, en fait, j'avais lancé Histoire de succès, et je commençais à vraiment avoir des journées complètes entre Histoire de Daron, Histoire de succès, le Boys Club, et puis Histoire de couple, où je ne faisais que des interviews, quoi. Donc de la même façon que sur la fin du Boys Club, Mimi était toute seule, parce que je trouvais qu'en fait j'apportais plus grand chose aux interviews. Bah là c'était un peu pareil, j'avais la sensation que j'apportais plus grand chose aux interviews, ou alors que parfois je prenais trop de place et que je m'auto-soulais un peu à prendre autant de place. J'ai préféré proposer à Clémence d'arrêter de le faire,
Et en fait, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça au final parce qu'elle a pu se l'approprier. Je sais pas trop ce qu'elle va en faire. Est-ce que Cherokee vont continuer Histoire de couple ou pas? Mais en tout cas, c'était une idée que j'avais depuis un petit moment de faire venir des couples, notamment parce qu'avec Histoire de Daron, j'ai eu beaucoup le père, et que parfois j'ai des épisodes où j'aurais bien aimé avoir les deux pour pouvoir discuter. Donc voilà, au fur et à mesure, je l'ai laissé faire, mais rien de spécial à part ça, quoi. Lou Kids, vas-tu rester vivre à Paris ou bien as-tu pour projet d'aller vivre ailleurs après le confifi, you know? Eh ben écoute, non, je vais rester vivre à Paris et j'y vis depuis le mois de janvier à plein temps, et je retrouve mes filles un week-end sur deux. Et l'une des raisons pour lesquelles je veux rester vivre à Paris aujourd'hui, au-delà de l'aspect professionnel, c'est que mes filles sont à 1 heure de train à tout casser. Donc c'est assez rapide pour elles de venir, de repartir. Et puis pareil pour moi de le faire éventuellement dans l'autre sens s'il y a besoin, s'il y a une urgence. Mes parents et ma famille vivent dans le Nord aussi. Donc si jamais il y a besoin de faire quoi que ce soit, c'est assez facile d'y aller. Et surtout, là, je viens d'emménager dans un... vous voyez un peu, il y a des plantes. Non, c'est de l'autre côté. Il y a des plantes et tout. Là, c'est mon nouvel appart. J'ai trouvé un nouvel appart dans le 20e. Je suis très, très heureux de cet appartement. Et notamment un appartement où il y a une chambre pour mes filles parce que jusque-là, elles n'avaient pas de chambre. Et quand elles venaient dormir, passer le week-end ou passer les vacances, c'était un peu mode camping, canapé convertible dans le salon et tout. C'était un peu schlagos, quoi. Donc là, je suis très content et j'ai la sensation un peu de m'installer. Et c'est aussi pour ça, je pense que je me lance dans le live Twitch et que là, j'ai pu installer un bureau que j'ai acheté avec un écran. Je suis en train de faire un peu la déco. Je suis très très content j'ai un peu la sensation que c'est la première fois depuis le mois de janvier que je suis chez moi, parce que jusque-là, j'étais dans l'appartement que j'avais loué à l'époque quand je bossais chez MAD et que j'ai repris à mon nom après la vente. Mais en fait, j'avais toujours de ce fait-là un peu un pied dans l'histoire de Mademoiselle et je trouvais que c'était une bonne idée de quitter cet appartement, quoi. Au-delà de l'aspect purement pratique qui était parfois un peu relou, quoi. Et puis surtout, deuxième truc, c'est que cet appart est situé en plein milieu de Paris, juste à côté, si vous connaissez un petit peu de Sentier, donc à 10 minutes à pied des bureaux de Mademoiselle. C'était un peu un objectif aussi, c'était de pouvoir y aller à pied. Mais en fait, il y a un monde fou, il y a un bruit fou, et je pense que, je ne sais pas trop comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté, mais j'ai eu, au sortir du confinement, un vrai souci avec le bruit, d'une manière générale, avec le bruit parisien, là où jusque-là, j'en avais un peu rien à faire et que ça m'allait très bien jusque-là. Donc assez étrange. J'ai même fait à un moment donné une mini crise de panique, mini crise d'angoisse que j'avais jamais fait un samedi après-midi dans la rue Saint-Denis, qui est une rue assez fréquentée, où il y a eu plein de monde à un moment et j'ai senti mon cœur qui s'emballait. C'est la première fois que je faisais ça dans une foule, en fait. Ça m'a un peu marqué aussi. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de trouver un quartier un peu plus calme, quoi. Donc là je suis dans une rue ultra calme. C'est trop bien, quoi. Je suis vraiment très très heureux. Bonne remarque sur l'authenticité, c'est ce qui rend tes podcasts si intéressants. Merci, ça me fait plaisir. C'est un super pouvoir que j'ai développé sans vraiment le savoir. C'est que j'ai la sensation que les gens me parlent. Voilà. Et je sais pas... Alors je pense savoir pourquoi avec le recul, mais à l'époque, je le faisais pas du tout exprès. Mais les gens se confient à moi de façon très ouverte et très, très cool, parfois sans même que je le demande. Donc c'est plutôt cool. Des projets, des envies, des rêves à plus long terme, Mathilda Buche. Merci pour la question. Et évidemment, tu vas dire ne pas teaser quelque chose qui n'est pas encore fait. Mais en fait, c'est ce que je disais un petit peu plus à long terme. Au tout début du live, c'est que je voudrais vraiment que cette chaîne devienne un peu une plaque centrale des choses que je vais venir faire. Après, je me laisse le temps de réfléchir à un projet de plus grande envergure, entre guillemets, qui me dépasse un peu moins, un peu comme Mademoiselle. Mais ouais. Maybe ça viendra, maybe... mais je veux pas me mettre de pression avec ça, parce que je pense que si je me relance dans un projet, il faut que ce soit à 1000%.
parce que je sais que je pourrais avoir tendance, au bout d'un moment, à me lancer dans un projet dans lequel je ne serais pas à 1000%, juste dans l'idée de me dire, faut que je me relance dans un projet. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool que ces podcasts soient là, que je lance cette chaîne à titre personnel. Mais je sais aussi que le vrai truc, parce que j'ai pas mal réfléchi à ça, mais je pense que le vrai truc, ma vraie force aussi, c'est d'être capable de pouvoir lancer des marques, notamment une marque comme Mademoiselle. Et chez Humanoid, ils ont tous été assez scotchés de voir à quel point il y avait de l'amour derrière la marque pour Mademoiselle. Mais ça, je pense que ça, c'est ma patte. Voilà. C'est les choses que je suis capable de faire aujourd'hui. Je suis capable de créer une marque que les gens vont finir par aimer. Et je pense que j'ai un peu ce truc-là aussi au fond de moi qui est... j'aimerais bien à terme relancer une marque. Une marque qui me dépasse, une marque qui soit plus grande que moi. Typiquement, je suis tellement heureux de voir qu'un projet comme Mademoiselle que j'ai fondé, que j'ai tenu sur mes épaules pendant toutes ces années, aujourd'hui, je peux partir et le projet continue à vivre et le projet va continuer à bien vivre. Ça fait vraiment partie comment dire, c'était un truc qui était tellement important pour moi quand je l'ai lancé que réussir à concrétiser ça, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est trop cool. Invite SML dans l'histoire du succès, car elle a pas mal d'actualités cool. Ouais, j'ai vu que Mimi m'en a parlé. En fait, j'avais pas trop suivi, mais elle est dans une série notamment. Mais ça serait cool. Mais en fait, j'ai toujours un peu de mal avec les gens que j'ai déjà invités. Et notamment SML, j'avais déjà fait un épisode avec elle sur Mademoiselle. Enfin, pas un épisode d'histoire du succès, mais une interview avec elle d'histoire du succès. On reparlait un petit peu de son histoire, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut que je règle un peu cette histoire par rapport à ça, sur qu'est-ce que je fais des gens que j'ai déjà invités. Et notamment, voilà, j'aurais aimé inviter Fabien Olicard pour venir parler de son bouquin sur le bonheur que j'ai trouvé génial. Et voilà le genre de truc que j'adorerais faire sur Twitch avec lui, parce que je sais pas trop où le mettre ailleurs dans l'histoire du succès. Pour moi, c'est plutôt un bonus qu'on aurait pu faire. Mais de ce fait-là, cette chaîne permet de pouvoir créer ça, quoi. Fred Lalco, est-ce que tu joues encore à Hearthstone ? Alors oui, mais beaucoup moins ces dernières semaines, parce qu'en fait, je me suis mis à jouer à Hades, comme j'en parlais un peu plus tôt. Et de ce fait-là, j'ai complètement raté, par exemple, la dernière extension qui vient de sortir hier, je pense. Et j'aimerais, mais je vais m'y remettre maintenant que je commence un peu à me calmer sur Hades. J'aimerais bien rejouer à Hearthstone et me remettre un peu dessus, surtout que c'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué en faisant autre chose, et notamment en montant des podcasts. C'est hyper cool comme jeu, je trouve. T'es pas obligé d'être à fond dessus, même si en fait quand tu es occupé à faire autre chose, forcément t'es moins performant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Hearthstone notamment pour ça. J'ai beaucoup joué à Hearthstone notamment pour ça. Mais ouais, maybe faire des lives Hearthstone avec vous, parce que je pense qu'à l'époque sur Mad, on faisait des matchs avec les viewers, et c'était trop cool. Donc j'espère, why not, hein. En tant que gars du Nord, toi-même tu sais comment tu es tombé dans le féminisme. Écoute Mathilda, je suis tombé dedans un peu par hasard, et notamment à cause ou grâce à ma première fille. Mais à l'époque, j'avais lancé Mademoiselle, et Mademoiselle était déjà un magazine féministe, mais en fait, je le disais pas ouvertement, et pour moi, le féminisme, c'était encore pas un gros mot, mais c'était... moi, je préférais plutôt parler de magazine progressiste à l'époque. Et puis surtout, je pense qu'à l'époque, le féminisme avait si tu disais que tu étais féministe, c'était... Aujourd'hui, déjà, c'est compliqué, mais à l'époque, c'était encore pire, quoi. Il y avait vraiment une image dégueulasse de la militante féministe à l'époque. Mais ouais, c'est ma première fille, en fait. Et notamment, ça m'a rendu assez fou de voir à quel point les gens avaient un comportement avec elle totalement différent de celui de son petit cousin, enfin de son grand cousin, donc qui est né quelques semaines auparavant. Parce que lui était un garçon, elle était une fille, et d'un coup d'un seul, dans ma famille, dans notre entourage, les gens la traitaient de façon différente, juste parce que c'était une fille. Ils venaient commencer à lui plaquer des comportements qui n'avaient aucun sens d'ailleurs, hein, ce qui n'avait aucun sens, puisque c'était vraiment deux bébés qui avaient quelques semaines, mais les gens venaient directement leur plaquer des comportements, et en fait ça m'a rendu fou. Après, il y a eu toutes les histoires des jouets à Noël, où je me battais bec et ongle pour qu'elle
n'ait pas dans ses cadeaux de Noël que des Barbie et que des trucs roses et que des trucs de filles en vrai. Mes parents me trouvaient ultra chiant. Je suis vraiment passé pour le casse-couille de service pendant des années avec ça. Mais en fait, ça m'énervait. Et ça m'énervait que... En fait, ça me dérangeait pas qu'elle puisse avoir une poupée, parce qu'en plus, elles avaient toutes les deux une poupée. Lina, quand elle était plus petite, elle avait une poupée qu'elle appelait bébé sœur, avant qu'elle ait sa sœur. Mais ça, je trouvais ça trop cool. Le vrai truc qui m'emmerdait, c'était vraiment que ce soit uniquement ça, et qu'on lui file pas, je sais pas, une petite voiture ou un G.I. Joe, ou j'en sais rien, je sais même pas s'il existe encore G.I. Joe. Donc ouais, c'est à cause ou grâce à elle que je suis tombé dans le féminisme. Et en fait, au fil de l'eau, les années passant, on a affirmé de plus en plus la ligne féministe de Mademoiselle autour de... moi, mon gros déclic, après, ça a été l'école qui a terminé de me convaincre en fait que vraiment c'était de la merde, les stéréotypes de genre. Alors à l'époque, je les appelais pas comme ça, hein, mais en gros, tous les matins, j'allais la déposer. Et en fait, Lina adorait que que je m'assoie à la table dans la classe maternelle et que je lui fasse un petit dessin. Et donc, il y avait quelques copains à elle, des copains, des copines qui venaient s'asseoir aussi autour de la table, et je faisais un dessin un peu débile, voilà. Il y a une remplaçante, et en fait, la meuf il a dit à Lina, non, mais prends pas les crayons là, va plutôt jouer à la cuisine avec tes copines, quoi. Et je lui dis, bah non, en fait, elle est très bien, elle a envie de jouer, enfin de dessiner, elle va dessiner, en fait. Pourquoi elle irait jouer avec toutes les copines qui sont à la cuisine? Et elle dit, bah parce que c'est une fille, en fait, hein, c'est bien, elle va jouer avec les autres filles. Je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe de ce fait-là quand j'ai le dos tourné, c'est ouf. Donc voilà, ça a été, je pense, elle avait 3 ans, j'avais 2008-2009, au fil de l'eau. Après, il y a eu Jack Parker qui est arrivé à la rédac, et Jack qui avait aussi des velléités d'écrire des trucs un peu plus féministes. On a notamment commencé à écrire des trucs qu'on n'a plus fait du tout par la suite, c'était de taper un peu sur les autres magazines féminins, parce que c'était un peu trop fastoche, quoi, comme cible. Mais ouais, ça nous a permis de prendre confiance, et au fil de l'eau, après, de plus en plus, de commencer à aborder des sujets de plus en plus sociétaux, quoi, petit à petit. Mais ouais, c'est grâce à mes filles. Valsema 5, bonsoir Fabrice, est-ce qu'un projet de type MAD en version masculine serait quelque chose que tu pourrais envisager dans le moyen terme? Je me souviens de Gentlemec qui n'avait pas récolté le succès escompté. Mais ne penses-tu pas que les gens, entre guillemets, sont prêts et qu'un lectorat peut s'intéresser à la masculinité? Écoute, c'est toute la question que je me pose actuellement. Pour être très honnête, j'ai déjà un nom pour un magazine masculin. J'ai déjà un concept pour un magazine masculin. La vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de relancer un magazine? Ça, c'est une vraie première question. Parce que c'est compliqué d'un point de vue économique de gérer un magazine. Je sais, j'en viens. La publicité, le marché publicitaire est dévasté. C'est super compliqué de réussir à gagner de l'argent et d'en faire un truc viable. En tout cas, je pense. Effectivement, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai lancé un magazine qui s'appelait Gentlemec, donc qui était un peu les versions masculines de Mademoiselle en 2011. Donc je sais pas qui tu es, Valsema 5, est-ce que tu as connu ça à l'époque, si tu étais dessus, si tu as connu. Mais ouais, ça fait partie des questions que je me pose et auxquelles je réfléchis. Voilà, mais il y a plein d'autres questions, viennent plein d'autres questions avec ça qui sont vraiment, notamment autour de l'aspect du modèle économique. Je pense que la seule façon de réussir à gagner sa vie aujourd'hui, en 2020, c'est de faire payer les gens, c'est de les faire s'abonner, c'est de les faire subscribe, comme sur Twitch. Il y a des gens qui subscribent aujourd'hui. Je vois pas vraiment d'autres possibilités qui permettraient de pouvoir gagner de l'argent de façon assez sereine, quoi. Et ça, je sais pas si... Alors déjà, je sais pas si les mecs sont vraiment prêts à lire un magazine masculin de façon, on va dire, régulière, comme il y a eu cet aspect de régularité dans le lectorat de Mademoiselle.
le public féminin est, je pense, plus habitué aux magazines féminins, qui sont un vrai truc qu'on se refile de mère en fille, etc. Le magazine masculin n'existe pas. Est-ce qu'il n'existe pas parce que les gens ne sont pas prêts, comme tu dis, ou alors parce que tout simplement il n'y a pas de marché? Ça va vraiment dépendre de mon envie d'y aller. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait des enfants dans ce monde pourri? C'est une vraie question, ça aussi. Je regrette pas d'avoir fait des enfants, mais parce que en fait mes filles elles sont trop cool. Je ne sais pas si je les referai en 2020 comme je les ai pu les faire en 2005. Et je vous dis ça, aujourd'hui, le monde il est vraiment chelou. Et en fait, quand je vois mes filles partir au collège avec le masque, je me dis, ouais, mais elles ont quand même une adolescence où, en gros, se faire un câlin, c'est dangereux, ça peut te rendre malade, quoi. Je sais que moi, donc j'ai 43 balais, j'ai été adolescent dans le début des années 90, et c'était l'époque où le sida commençait à sortir du mythe de c'est réservé c'est une maladie pour les homosexuels, etc., etc. Et en gros, j'ai un peu grandi avec ce truc de faire l'amour, peut-être ça peut te tuer, quoi. C'est un vrai truc avec lequel j'ai grandi. Et en fait, je me dis, mais peut-être mes filles, alors elles vivent pas avec ce truc de faire un câlin, ça peut te tuer, mais en tout cas, faire un câlin, ça peut te rendre, ça peut te rendre malade, quoi. Je sais par exemple que quand on va voir mes parents, leurs grands-parents, elles leur font plus de câlins depuis le mois de mars, quoi. En plus, on les avait pas vus pendant tout le confinement, forcément. Maintenant, on fait plus de câlins, quoi. Alors, mes filles, moi, je décide de passer outre, en fait, et de continuer à leur faire des câlins quand je les vois, parce que sinon, je serais vraiment trop en galère, quoi. On vit pas sur cette planète-là pour ne pas se faire de câlins. C'est quand même le truc, pour moi, le lien et le contact avec les autres, c'est quand même le truc qui nous permet d'être des êtres humains et de pouvoir vivre, quoi. Donc non. Je ne regrette pas, mais d'un autre côté, je sais pas si, avec le recul, je les referai aujourd'hui. Je referai des enfants en 2020, quoi. Et après, je comprends que ce soit hyper important pour les jeunes parents de faire des enfants aujourd'hui, parce qu'ils auront sans doute ce truc que moi j'avais en 2005, qui est, en fait, on va en faire un meilleur monde, quoi. Enfin, nos enfants vont aider à rendre le monde meilleur, mais grosse presse, hein, quand même, grosse presse pour nos enfants, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Rouler des pelles, ça peut buter des grands-parents. Grosse pression sur les épaules. Et exactement. C'est plutôt bien dit, Exaltation. Une newsletter payante pour les mecs. Mais est-ce que tu penses vraiment, Acme, merci pour cette question, est-ce que tu penses vraiment que les mecs paieraient pour avoir une newsletter? Genre une newsletter généraliste, avec des infos à la fois des conseils beauté, des conseils fringues, mais aussi des conseils sport, un côté un peu peut-être généraliste autour de je sais pas, des portraits de stars dont on parle de stars sportives dont on parle en ce moment. Ça pourrait être des sujets de société un peu plus lourds, mais je sais pas en fait si les mecs paieraient pour avoir une newsletter payante. Je suis pas sûr. Bon, comme vous voyez, j'ai pas vraiment creusé le sujet plus que ça, mais ce qui prouve que je suis pas à mûr. Faut y aller doucement. Qu'est-ce que j'ai en tête pour ma chaîne Twitch et le Discord? Notamment, j'aimerais bien lancer on va y venir un peu plus sérieusement, mais le truc que je vais lancer, je pense, la semaine prochaine, j'espère la semaine prochaine, j'ai un peu procrastiné sur la fin de semaine, mais c'est une émission qui s'appellera La Reco du jour, où je compte inviter, alors soit je suis tout seul, soit j'ai un guest qui viendra me raconter sa reco du jour par rapport à je sais pas, une idée culturelle ou un truc comme ça. Une sorte de... Ouais, c'est ça, une sorte d'émission où pendant peut-être 20, 30, 40 minutes, on viendra discuter de la reco du jour de mon invité. Ça, je compte le lancer très vite, très très bientôt, et notamment parce que le setup est quasi prêt. Il faut que je teste encore comment ça marche Zoom sur l'ordinateur. L'autre truc aussi que j'ai envie de faire, c'est peut-être un peu de rétro gaming. J'aimerais bien faire des sessions où j'installerai un émulateur, peut-être Sega Master System, où je jouerai à mes vieux jeux auxquels j'ai joué quand j'étais gamin, quoi, quand j'avais 10 ans. C'est des jeux auxquels j'ai pas du tout retouché depuis tout ce temps, et je pense que ça pourrait être marrant, parce que bon, déjà c'est vraiment des vieux jeux, ils sont super durs en plus d'une manière générale, donc je vais tester ça, je pense.
Et puis sans doute plein d'autres choses, hein. Je vous parlais de peut-être faire des formats spéciaux un peu bonus pour le podcast. Enfin, ça fait partie des choses que je veux tester dans les semaines à venir. Alors c'est la chose que j'aime avec ce putain de virus, plus de bises, plus de contact tactile et plus d'injonctions à sourire. T'as tellement raison, Chrissy, je suis tellement d'accord avec toi. Et en fait c'est ouf parce que j'ai une amie qui m'a dit là cet été enfin, on s'est toujours fait la bise, en fait on se connaît depuis 10 ans, 15 ans même. On s'est toujours fait la bise et en fait elle m'a dit écoute non, plus de bise. J'ai fait ok, mais elle m'a dit bah, j'ai jamais aimé ça en fait. Et j'étais un peu choqué parce que je lui ai dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que j'aurais très bien pu, enfin j'aurais pas mal pris en fait si tu m'avais dit mais moi je veux pas qu'on fasse de bis tous les deux. J'aurais fait oh, ok, pas de problème. Moi je suis pour le consentement quoi qu'il arrive. Et donc c'est cool effectivement avec ce côté bah maintenant on se fait des checks de coude et c'est très bien. Et je pense que ça fait ou des hugs à l'américaine, mais je pense que même les hugs c'est dangereux à l'américaine. Ça fait partie sans doute des aspects positifs. Valsema, on revient sur Gentlemec. Non, malheureusement, j'étais trop jeune pour avoir suivi Gentlemec. À propos de cet hypothétique magazine, devrait-il être destiné aux hommes ou à un public plus large afin de profiter d'un plus large soutien? Ou estimes-tu qu'il serait possible de construire un magazine sur les masculinités, les hommes et fait par les hommes? Eh bien écoute, c'est toute la question que je me pose en ce moment et que peut-être je te pose également, mais que je poserai sans doute à un moment donné ou à un autre à ma commu. Même si j'ai pas beaucoup de mecs en fait dans ma commu, hein. C'est un peu mon drame actuel, c'est que ma commu elle est composée et notamment sur Insta je voyais les stats à 85% de meufs. Bon après normal, hein, j'ai 15 ans de mademoiselle derrière, mais ouais je ne sais pas, ça fait partie des questions que je me pose. Foncez, Discord c'est les nouveaux forums. Ah, j'aimerais bien parler de ça parce que je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, si tu viens pas pendant une journée sur Discord, sur un Discord actif, on va dire, tu vas être perdu en 3 secondes. Parce que les gens, ils vont continuer à parler. Et là où le forum, en fait, je trouve qu'il y a un côté génial pour les sujets qui restent. Voilà. Il peut y avoir un sujet de discussion, et en fait, ce sujet de discussion, ça va être un fil. Là où aujourd'hui, dans Discord, bah, effectivement, tu peux peut-être avoir des salles différentes, mais les discussions peuvent partir dans tous les sens. Et en fait, bah, c'est dur. Et c'est dur aussi je trouve que c'est dur de citer dans Discord. Il y a un truc qui n'est pas forcément très, très évident. Mais après, peut-être que je n'utilise pas Discord correctement, quoi. Donc, mais peut-être aussi que je suis un vieux con par rapport au forum et à Discord. Peut-être que... Mais il y a un côté ancré dans le temps et sur des pages web et lisible par les moteurs de recherche avec les forums qui est fabuleux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense que Mademoiselle a été découvert par plein de gens grâce à ces forums, parce qu'il y avait des sujets sur tout et sur n'importe quoi, et que les sujets étaient de qualité, quoi. Là où je pense que c'est plus dur sur un Discord de réussir à tenir des discussions dans le temps et de façon un peu plus posée, quoi. Ouais, il peut y avoir plein de channels sur les Discord avec des trucs archivés, j'en suis certain, pour apprendre le japonais. Mais je préfère les forums quand même. Le jour où Discord implémente les fils comme Slack, ça serait le paradis. Bah voilà, ça serait un peu un mix très cool entre forum et chat, quoi. Olan Kalex, un grand merci Fab, je t'ai découvert avec The Boys Club, c'était vraiment un truc dont j'avais besoin. Ils ont abordé des tas de sujets qui me passionnent, mais dont je ne peux parler avec aucun de mes amis. Ça, ils en ont rien à faire et ils ne réfléchissent pas du tout à tout ça. Donc merci beaucoup, très utile tout le travail que tu fais. Merci beaucoup Olan, ça me fait plaisir. Est-ce que tu leur en as parlé du podcast? Ça m'intéresse. Est-ce que tu as essayé de lancer des discussions avec eux à ce propos? Ou alors de trouver... Tiens, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce qu'ils sont fans de... Tes potes là qui en ont strictement rien à foutre, est-ce qu'ils sont fans de certaines personnalités que je pourrais peut-être inviter dans l'histoire de mec et qui pourraient permettre de faire connaître un peu plus ce podcast, qui pourrait les attirer dans le sujet, quoi. Mademoiselle, j'ai découvert grâce à la vidéo de la Cup. Ah bah merci Exaltation. Je pense que c'est sans doute l'une des vidéos dont on m'a le plus parlé de tous les temps. Le nombre de gens, de femmes notamment, qui m'ont parlé de cette vidéo, et de tout âge en plus. C'est ça qui est ouf, c'est que cette vidéo a tourné, mais tellement fort.
Merci Valentin. Merci d'être passé, c'était cool. Ah oui, t'as une fille de 3 ans et demi, c'est ça. Ouais, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. Mais d'un autre côté, c'est cool aussi de voir que la plupart des boîtes sont en train de se dire ok, comment on fait pour baisser notre bilan carbone. Maybe c'est trop tard, on sait pas. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, je trouve. En vrai, c'est la première fois que j'entends des gens demander si c'est ok de faire la bise ou une poignée de main ou autre chose. C'est fou. Bah oui, exactement. D'où le check de coude. Franchement, le check de coude, c'est vraiment le meilleur truc. On se fait des checks de coude avec tout le monde. Je l'ai fait remarquer à plein de gens, ils ont commencé à cogiter sur le consentement sur ce type d'action, et pas juste sur le consentement pour le sexe, exactement. Moi, l'un des trucs qui m'a marqué aussi, c'est de respecter le consentement de mes enfants quand on jouait ensemble, en fait. Et notamment, j'avais toute une phase où j'adorais faire des bagarres, faire la bagarre, faire des guilis, etc. etc. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que quand ma fille disait non, il fallait que j'arrête. Et en plus, entre elles aussi, on a beaucoup travaillé sur ta sœur a dit non, donc en fait c'est non. Arrives-tu à avoir des conversations aussi intimes que dans tes podcasts de façon régulière dans ta vie de tous les jours, ou les podcasts sont-ils une sorte d'excuse pour ces discussions? Merci Mona Grégoire pour cette question, et merci aussi pour le follow, c'est trop cool. C'est une super question ça. C'est que, je le disais un peu plus tôt, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait les gens me parlaient très vite, de façon très intime, très deep, sans parfois que je leur demande. Donc parfois c'est des discussions que je provoque, parce que j'aime bien pas m'arrêter juste à ce qu'on me dit, quoi. Mais parfois les gens me déballent leur truc et je suis là, ok, trop d'informations, mais c'est pas grave, je le prends quand même parce que c'est cool. Mais ouais, j'aime bien avoir des... Enfin, intime, ça dépend en fait de ce que tu veux dire par intime, mais j'aime bien avoir des conversations profondes. Et pour moi, en fait, tout dépend de ce que tu appelles l'intimité. Pour moi, tout est toujours de toute façon dans le consentement, c'est-à-dire que je n'oblige personne à me parler, mais j'aime bien avoir des discussions profondes avec les gens, et j'aime bien moi aussi c'est pas que dans un sens, en fait, j'aime bien moi aussi donner le change, quoi. Je pense que c'est hyper important. Mais ouais, un peu. Mais c'est pas une sorte d'excuse, je pense que c'est parce que je suis comme ça que j'aime pas le chit-chat. Mais justement, vous voyez, j'ai mis juste au-dessus chit-chat time, mais en vrai, je déteste ça. Faudrait que je change ça d'ailleurs, parce que je déteste le small talk. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal à vivre, le small talk. Donc, ça me saoule, vraiment. Je trouve que c'est juste parler pour parler, ça n'a aucun intérêt. Vas-y, viens, on se dit vraiment les vrais trucs, quoi. C'est un peu ça. Onlan, Calex, tu reviens sur Onlan, pardon, Calex. Je n'ai pas parlé du podcast, mais j'ai déjà tenté d'aborder des sujets de masculinité avec eux. À chaque fois, c'était des remarques genre, oh, t'es relou avec ces trucs-là, prends une bière et fais pas chier. Je caricature un peu, bien entendu. Ouais. Je comprends. Et si t'as écouté peut-être l'épisode avec Cyrus North, peut-être tu comprends pourquoi ils n'ont pas envie de parler de ça, parce que en fait ouvrir la boîte de Pandore de la masculinité, c'est compliqué, quoi. Nista, ce qui marche bien perso, c'est juste en posant la question phare du podcast, c'est quoi pour toi être un homme? Et là, curieusement, les langues se délient. Et c'est pas bête, tu vois. C'est pas bête du tout. Vraiment. Mathilde Labuche, les violences éducatives ordinaires, tout un sujet, on n'apprend pas du tout aux enfants à respecter le consentement des autres, mais surtout on ne leur demande presque jamais le leur. Exactement. Mais t'as tellement raison. Mais ça... Mais c'est un vrai truc, hein. Et j'avais dans cette... je sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Sam Sam, dans Histoire de Daron, où lui, il est encore dans un autre niveau, en tout cas par rapport à ma génération, où il expliquait qu'en fait, quand il changeait son fils, il lui expliquait ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire, alors là, tu vois, je vais te nettoyer les fesses, je vais t'enlever le caca, et en fait, là, je vais te prendre le zizi, et je sais plus même s'il disait pas, je vais te prendre le pénis, et en fait, je vais te laver le pénis, etc. Et j'étais là, waouh, mec, tu vas encore plus loin que moi, et t'as tellement raison en plus, parce que moi, j'ai jamais fait ça avec mes filles, et pourtant... les enfants ils peuvent comprendre, quoi, même quand ils sont encore en âge de faire caca ou pipi dans leur couche, quoi. Nista, je ne fais plus que ça maintenant pour ne pas braquer les esprits dès que mes potes entendent les mots féminisme ou masculinité et tomber dans du small talk binaire où mes potes donnent leur avis non sollicité. Votre positionnement m'a également beaucoup aidé, du coup je pose la question et j'ajoute qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, juste ça m'intéresse de savoir.
Et lorsque je vois que ça bloque, je pose des questions sur les pairs. Le hold-up, le braquage est total. La question sur les darons avec les mecs, elle est puissante. Hein. Il y a un vrai problème avec les darons. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux documentaire qui s'appelle The Work, mais j'aimerais bien trouver un moyen de le diffuser ici d'une manière ou d'une autre. Maybe ça va me faire ban ma chaîne, j'en sais rien. Mais c'est dramatique que ce documentaire soit pas disponible plus largement. Parce qu'il est ouf et il y a tout un truc sur les pairs. Tout un truc sur les pairs absents notamment. Un histoire de succès avec Tony Parker, il est super engagé sur le basket féminin, ça pourrait être cool. Écoute, Tony, si tu me regardes, toi qui es désormais sur Twitch, j'ai tout fait pour faire en sorte de t'avoir à l'automne dernier, parce que en gros, il a sorti une biographie et je voulais, j'ai tenté de l'avoir en fait, mais c'était trop compliqué et je crois que je l'ai raté. Je sais pas trop si j'arriverai à le retrouver. Online Calex. Par contre, j'aimais mieux la Formule A2 pour Boys Club. Avoir un regard féminin sur tout ça me plaisait. Bah, c'est surtout que Mimi, elle est très forte. Et Mimi, elle est ultra forte en interview. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de co-interviewer avec elle. C'est qu'en fait, je finissais par plus rien avoir à demander parce que juste, elle était forte, quoi. Si je pouvais kidnapper Mimi et... On parlait de consentement, mais en vrai, si je pouvais kidnapper Mimi et l'obliger à venir faire les interviews d'histoires de mecs avec moi, je le ferais en fait, mais juste elle a fait le tour et ça l'intéresse plus. Et je pense aussi qu'il y a un côté démerdez-vous un peu entre vous les mecs là avec vos histoires que je comprends tellement. Mais ouais, ça, elle me manque aussi moi beaucoup en tant qu'intervieweur. Hein. J'adorerais la voir, ne serait-ce que j'en avais parlé. Je sais pas si vous êtes abonné à ma newsletter, mais je vous invite à vous abonner à ma newsletter. J'en avais parlé une fois, mais en gros reprendre ce podcast m'a fait peur et me fait toujours peur parce que j'ai la sensation que, alors de façon assez folle, j'ai la sensation parfois que je maîtrise pas assez bien le sujet, alors que je suis quand même extrêmement concerné, quoi. Mais ouais, j'ai la sensation que parfois que c'est compliqué pour moi de faire ce podcast. Mais oui, donc merci de ne pas l'avoir abandonné. Ouais, en fait, ça m'aurait embêté de quitter Mademoiselle et de le laisser chez Mad, alors que je savais... Enfin, en fait, les repreneurs m'avaient dit qu'ils en feraient rien. Donc, je trouvais ça cool de le reprendre. Et en fait, je suis un peu en train de galérer, moi aussi, à apprendre comment faire des interviews dans l'histoire de mec. Ceci dit, je pense que y a un aspect, si tu vois le verre à moitié plein. Par exemple, Cyrus m'a dit qu'il serait jamais venu parler à Mimi. Et qu'en vrai, il n'aurait pas répondu à Mimi si elle lui avait proposé de venir parler. Et c'est pas pour balancer Cyrus sous le bus, hein, c'est juste... c'est pas le premier mec qui me dit ça. Et en fait, il y a un côté aussi où je pense que je vais réussir à avoir des invités que Mimi n'a jamais réussi à avoir, notamment par exemple Cyrus, parce qu'elle lui avait proposé. Et en fait, je pense qu'il y a un côté entre mecs... c'est plus simple, quoi. Et je comprends hein, pourquoi en plus. Enfin, vraiment, c'est pas pour jeter la pierre à Cyrus. Hein. La preuve, hein, si Mimi m'a mis à l'époque, je sais pas si vous saviez ça, mais en gros, à la base, Mimi était censée faire l'interview toute seule. Et quand on a interrogé un peu les mecs autour de nous qu'on voulait interviewer au départ, la plupart ont dit, mais en fait, si c'est que toi, moi, je viens pas. Donc elle m'a ajouté quelque part au podcast et à l'interview. Et en fait, j'en suis très content. En vrai, c'est compliqué pour moi. C'est vraiment, je sors vraiment de ma zone de confort quand je fais des interviews d'histoire de mecs. Mais parce qu'en plus, les mecs cherchent à éviter. Tu vois, les mecs cherchent à esquiver. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Philippe Gardan qui est super bien, quoi. Mais en fait, Philippe, vraiment que j'ai adoré. Hein. Ce mec est le cœur sur la main, tu sens qu'il est génial, quoi. Il est adorable. Mais il a mis une demi-heure avant de commencer à lâcher les doses, quoi. Avant ça, il esquivait de toutes ses forces. Et c'était dur, c'était compliqué comme interview, parce que ça me met moi dans une position en tant qu'intervieweur où faut que je taffe, il faut que j'aille travailler, faut qu'il me... Ouais, c'est pas évident, quoi. C'est pas simple.
Je trouve que c'est une façon intelligente de s'approprier de manière non toxique l'entre-soi masculin. Je suis d'accord avec toi, merci Nista pour ça. En tout cas, j'étais ravi que ce soit Humanoid qui ait repris Mad, car je voyais personne d'autre reprendre Mad. Ils font des bonnes choses avec Numérama et Frandroid. Bah écoute, j'en parlais un petit peu au tout départ, mais on s'est rencontrés de façon, enfin vraiment par hasard, et on était censé passer 1 heure pour faire connaissance un petit peu, pour voir un petit peu si on allait plus loin, et en vrai on est resté 3-4 heures ensemble, ça a tout de suite matché, et c'était cool, hein, vraiment. Donc vraiment je pense que je suis aussi ravi que toi que ce soit Humanoid qui ait repris Mademoiselle. Il y avait d'autres boîtes sur le coup éventuellement, mais enfin j'aurais pu contacter d'autres boîtes, je l'ai pas fait parce que en vrai pour moi c'était le truc le plus évident quoi. Comme tu dis, je voyais pas grand monde d'autre prendre Mad, ou sinon quelqu'un qui venait de une femme qui venait de la tech, qui avait éventuellement de l'argent pour s'acheter un média et qui voulait s'acheter un média. Mais sinon, ouais, en tant que média, il n'y avait pas des masses. On a fait le tour, hein, 22h10. De toute façon, on aura le temps de rediscuter dans les semaines à venir. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup pour ce premier live. Encore une fois, ça comptait beaucoup pour moi. C'est ma toute première en tant que FabFlow sur Twitch. C'est fou, non ? Vraiment. Et j'espère que c'est pas la dernière. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre écoute. Merci pour vos réactions sur le chat. Regardez, je vais partir dans un nuage de fumée.